Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire Voyage au bout de la nuit sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture ensemble ce soir. Et ce soir, nous allons commencer un nouveau livre, un nouvel ouvrage. Il s'agit de Chroniques italiennes de Stendhal. Alors n'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission avec le hashtag VBN. On est ravis de lire vos petits commentaires. Vous êtes très actifs sur la page Facebook et j'en suis vraiment tout à fait ravie. Ça nous fait très plaisir. Merci pour cette fidélité. Pour ceux qui nous retrouvent et qui ne connaîtraient pas le concept de cette émission, nous sommes des comédiennes et des comédiens qui lisons pour vous des classiques de la littérature française et étrangère, mais aussi des pièces de théâtre, des scénarios et on reçoit également des auteurs contemporains sur ce plateau. Bienvenue donc aux nouveaux téléspectateurs. Je vous le disais, nouvelle œuvre, nouveau livre, Stendhal, Chroniques italiennes. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cet auteur ou qui auraient oublié de qui il s'agit, Stendhal, donc de son vrai nom Henry Bale, car c'est un pseudonyme. Stendhal a écrit pour la première fois sous ce pseudonyme en 1817 dans le livre Rome, Naples et Florence. Et son vrai nom donc est Henry Bale. C'est un écrivain français de la période romantique, né en 1783 et mort en 1842. Alors c'est un auteur inclassable car c'était un romancier, mais également un essayiste, un voyageur, un pamphlétaire ou encore un historien. Alors nous lui devons, entre autres, le célèbre roman Le Rouge et le Noir, magnifique œuvre que je vous conseille de lire. Il a été bizarrement peu reconnu de ses contemporains. Enfin, je dis bizarrement non, parce que c'est vrai que Stendhal avait pour l'époque un style anti-académique, c'est-à-dire qu'il se moquait des tournures de phrases, des répétitions, du fil de son histoire. Il n'était pas très rigoureux dans les règles de la littérature de l'époque. Et donc, on le prenait de son temps pour un amateur. Mais lui, en revanche, ne doutait pas du tout qu'il serait reconnu après sa mort. J'adore ça. Il était tout à fait sûr de lui, tout à fait sûr de son avance sur ses contemporains. J'adore ça. Alors, sa bibliographie n'est pas immense. Il n'a écrit que 3 romans, Armance, Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme, et une demi-douzaine de nouvelles. Alors, Stendhal, c'est le genre autobiographique qui est très prédominant dans son œuvre. Et pourquoi Chroniques italiennes ce soir avec vous? Parce que Stendhal était un grand voyageur. 4 de ses livres sont des récits de voyage. Il a visité l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre. Il faut savoir que pour l'époque où on n'avait pas les mêmes moyens de locomotion que maintenant, c'est quand même beaucoup de voyager dans tous ces pays. Et donc en 1800, il découvre l'Italie car avant d'être écrivain, c'est un militaire et il a fait donc une partie de sa carrière militaire à Milan, en Italie. Et il est complètement tombé amoureux de ce pays et il est donc retourné à Paris 20 ans plus tard, mais il a toujours passé son temps entre la France et l'Italie. Et donc, Chroniques italiennes, c'est un recueil de nouvelles publié en 1855, mais qui a été écrit entre 1836 et 1839, après que Stendhal ait découvert des manuscrits qui lui ont donné le thème de cette œuvre. Je vais donc la commencer avec vous ce soir. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée. Et je vous dis à tout à l'heure. Chroniques italiennes. Vittoria Accoramboni, duchesse de Bracciano. Malheureusement pour moi, comme pour le lecteur, ceci n'est point un roman, mais la traduction fidèle d'un récit fort grave, écrit à Padoue en décembre 1585. Je me trouvais à Mantoue, il y a quelques années. Je cherchais des ébauches et de petits tableaux en rapport avec ma petite fortune. Mais je voulais les peintres antérieurs à l'an 1600. Vers cette époque, acheva de mourir l'originalité italienne, déjà mise en grand péril par la prise de Florence en 1530.
Au lieu de tableaux, un vieux praticien fort riche et fort avare, me fit offrir à vendre, et très cher, de vieux manuscrits jaunis par le temps. Je demandai à les parcourir. Il y consentit, ajoutant qu'il se fiait à ma probité pour ne pas me souvenir des anecdotes piquantes que j'aurais lues, si je n'achetais pas les manuscrits. Sous cette condition, qui me plut, j'ai parcouru, au grand détriment de mes yeux, 300 ou 400 volumes où furent entassés, il y a 2 ou 3 siècles, des récits d'aventures tragiques, des lettres de défis relatives à des duels, des traités de pacification entre des nobles voisins, des mémoires sur toutes sortes de sujets, etc., etc. Le vieux propriétaire demandait un prix énorme de ces manuscrits. Après bien des pourparlers, j'achetai, fort cher, le droit de faire copier certaines historiettes qui me plaisaient et qui montrent les mœurs de l'Italie vers l'an 1500. J'en ai 22 volumes in folio, et c'est une de ces histoires fidèlement traduites que le lecteur va lire, si toutefois il est doué de patience. Je sais l'histoire du XVIe siècle en Italie, et je crois que ce qui suit est particulièrement vrai. J'ai pris de la peine pour que la traduction de cet ancien style italien, grave, direct, souverainement obscur et chargé d'allusions aux choses et aux idées qui occupaient le monde sous le pontificat de Sixte-Quint en 1585, ne présenta pas de reflet de la belle littérature moderne et des idées de notre siècle sans préjugés. L'auteur inconnu du manuscrit est un personnage circonspect. Il ne juge jamais un fait, ne le prépare jamais. Son affaire unique est de raconter avec vérité. Si quelquefois il est pittoresque à son insu, c'est que vers 1585, la vanité n'enveloppait point toutes les actions des hommes d'une auréole d'affection. On croyait ne pouvoir agir sur le voisin qu'en s'exprimant avec la plus grande clarté possible. Vers 1585, à l'exception des fous entretenus dans les cours ou des poètes, personne ne songeait à être aimable par la parole. On ne disait point encore « Je mourrai aux pieds de votre majesté » au moment où l'on venait d'envoyer chercher des chevaux de poste pour prendre la fuite. C'était un genre de trahison qui n'était pas inventé. On parlait peu, et chacun donnait une extrême attention à ce qu'on lui disait. Ainsi, ô lecteurs bénévoles, ne cherchez point ici un style piquant, rapide, brillant de fraîches allusions aux façons de sentir à la mode. Ne vous attendez point surtout aux émotions entraînantes d'un roman de George Sand. Ce grand écrivain eût fait un chef-d'œuvre avec la vie et les malheurs de Vittoria Accoramboni. Le récit sincère que je vous présente ne peut avoir que les avantages plus modestes de l'histoire. Quand par hasard, courant la poste seule à la tombée de la nuit, on s'avise de réfléchir au grand art de connaître le cœur humain,
On pourra prendre pour base de ces jugements les circonstances de l'histoire que voici. L'auteur dit tout, explique tout, ne laisse rien faire à l'imagination du lecteur. Il écrivait 12 jours après la mort de l'héroïne. Vittoria Accoramboni naquit d'une fort noble famille dans une petite ville du duché d'Urbin, nommée Agubio. Dès son enfance, elle fut remarquée de tous à cause d'une rare et extraordinaire beauté. Mais cette beauté fut son moindre charme. Rien ne lui manqua de ce qui peut faire admirer une fille de haute naissance. Mais rien ne fut si admirable en elle, et l'on peut dire rien ne tint autant du prodige, parmi tant de qualités extraordinaires, qu'une certaine grâce toute charmante, qui dès la première vue lui gagnait le cœur et la volonté de chacun. Et cette simplicité, qui donnait de l'empire à ses moindres paroles, n'était troublée par un soupçon d'artifice. Dès l'abord, on prenait confiance en cette dame douée d'une si extraordinaire beauté. On aurait pu, à toute force, résister à cet enchantement si on n'eût fait que la voir. Mais si on l'entendait parler, si surtout on venait à avoir quelque conversation avec elle, il était de toute impossibilité d'échapper à un charme aussi extraordinaire. Beaucoup de jeunes cavaliers de la ville de Rome, qu'habitait son père, et où l'on voit son palais place des Rusticucci, près Saint-Pierre, désirèrent obtenir sa main. Il y eut force jalousie et bien des rivalités. Mais enfin, les parents de Vittoria préférèrent Félix Peretti, neveu du cardinal Montalto, qui a été depuis le pape Sixte Quint, heureusement régnant. Félix, fils de Camille Peretti, sœur du cardinal, s'appela d'abord François Minucci. Il prit les noms de Félix Peretti lorsqu'il fut solennellement adopté par son oncle. Vittoria, entrant dans la maison Peretti, y porta, à son insu, cette prééminence que l'on peut appeler fatale et qui la suivait en tout lieu. De façon que l'on peut dire que, pour ne pas l'adorer, il fallait ne l'avoir jamais vue. L'amour que son mari avait pour elle allait jusqu'à une véritable folie. Sa belle-mère, Camille, et le cardinal Montalto lui-même semblaient n'avoir d'autre occupation sur terre que celle de deviner les goûts de Vittoria pour chercher aussitôt à les satisfaire. Rome entière admira comment ce cardinal, connu par l'exiguïté de sa fortune, non moins que par son honneur pour toute espèce de luxe, trouvait un plaisir si constant à aller au-devant de tous les souhaits de Vittoria. Jeune, brillante de beauté, adorée de tous, elle ne laissait pas d'avoir quelquefois des fantaisies fort coûteuses. Vittoria recevait de ses nouveaux parents des joyaux du plus grand prix, des perles et enfin
ce qui paraissait de plus rare chez les orfèvres de Rome, en ce temps-là fort bien fourni. Pour l'amour de cette nièce aimable, le cardinal Montalto, si connu par sa sévérité, traita les frères de Vittoria comme s'ils eussent été ses propres neveux. Octave Accoramboni, à peine arrivé à l'âge de 30 ans, fut, par l'intervention du cardinal Montalto, désigné par le duc d'Urbain et créé par le pape Grégoire XIII, évêque de Fossombrone. Marcel Accoramboni, jeune homme d'un courage fougueux, accusé de plusieurs crimes et vivement pourchassé par la cohorte, avait échappé, à grand-peine, à des poursuites qui pouvaient le mener à la mort. Honoré de la protection du cardinal, il put recouvrer une sorte de tranquillité. Un troisième frère de Vittoria, Jules Accoramboni, fut admis par le cardinal Alexandre Sforza aux premiers honneurs de sa cour, aussitôt que le cardinal Montalto en eut fait la demande. En un mot, si les hommes savaient mesurer leur bonheur, non sur l'insatiabilité infinie de leurs désirs, mais par la jouissance réelle des avantages qu'ils possèdent déjà, le mariage de Vittoria avec le neveu du cardinal Montalto eût pu sembler aux Accoramboni le comble des félicités humaines. Mais le désir insensé d'avantages immenses et incertains peut jeter les hommes les plus comblés des faveurs de la fortune dans des idées étranges et pleines de périls. Bien est-il vrai que si quelqu'un des parents de Vittoria, ainsi que dans Rome, beaucoup en eurent le soupçon, contribua par le désir d'une plus haute fortune à la délivrer de son mari, il eut lieu de reconnaître bientôt après combien il eût été plus sage de se contenter des avantages modérés d'une fortune agréable et qui devait atteindre aussitôt au fait de tout ce que peut désirer l'ambition des hommes. Pendant que Vittoria vivait ainsi reine dans sa maison, un soir que Félix Peretti venait de se mettre au lit avec sa femme, une lettre lui fut remise par une nommée Catherine, née à Bologne et femme de chambre de Vittoria. Cette lettre avait été apportée par un frère de Catherine, Dominique Acquaviva, surnommé le Mancino, le gaucher. Cet homme était banni de Rome pour plusieurs crimes. Mais à la prière de Catherine, Félix lui avait procuré la puissante protection de son oncle le cardinal, et le Mancino venait souvent dans la maison de Félix, qui avait en lui beaucoup de confiance. La lettre dont nous parlons était écrite au nom de Marcel Accoramboni, celui de tous les frères de Vittoria qui était le plus cher à son mari. Il vivait le plus souvent caché hors de Rome, mais cependant, quelquefois, il se hasardait à entrer en ville, et alors il trouvait un refuge dans la maison de Félix. Par la lettre remise à cette heure indue, Marcel appelait à son secours son beau-frère Félix Peretti. Il le conjurait de venir à son aide,
et ajoutait que, pour une affaire de la plus grande urgence, il l'attendait près du palais de Monte-Cavallo. Félix fit part à sa femme de la singulière lettre qui lui était remise. Puis il s'habilla et ne prit d'autre arme que son épée. Accompagné d'un seul domestique qui portait une torche allumée, il était sur le point de sortir quand il trouva sous ses pas sa mère Camille, toutes les femmes de la maison et parmi elles Victoria elle-même. Toutes le suppliaient avec les dernières instances de ne pas sortir à cette heure avancée. Comme ils ne se rendaient pas à leur prière, elles tombèrent à genoux et, les larmes aux yeux, le conjurèrent de les écouter. Ces femmes, et surtout Camille, étaient frappées de terreur par le récit des choses étranges qu'on voyait arriver tous les jours et demeurer impunies dans ces temps du pontificat de Grégoire XIII, plein de troubles et d'attentats inouïs. Elles étaient encore frappées d'une idée. Marcel Accoramboni, quand il se hasardait à pénétrer dans Rome, n'avait pas pour habitude de faire appeler Félix, et une telle démarche, à cette heure de la nuit, leur semblait hors de toute convenance. Rempli de tout le feu de son âge, Félix ne se rendait point à ses motifs de crainte. Mais quand il sut que la lettre avait été apportée par le Mancino, homme qu'il aimait beaucoup et auquel il avait été utile, rien ne put l'arrêter. Et il sortit de la maison. Il était précédé, comme il a été dit, d'un seul domestique portant une torche allumée. Mais le pauvre jeune homme avait à peine fait quelques pas de la montée de Monte-Cavallo qu'il tomba, frappé de 3 coups d'arquebuse. Les assassins, le voyant par terre, se jetèrent sur lui et le criblèrent à l'envi de coups de poignard jusqu'à ce qu'il leur parut bien mort. À l'instant, cette nouvelle fatale fut portée à la mère et à la femme de Félix, et par elle, elle parvint au cardinal, son oncle. Le cardinal, sans changer de visage, sans trahir la plus petite émotion, se fit promptement revêtir de ses habits, et puis se recommanda soi-même à Dieu. Et cette pauvre âme, ainsi prise à l'improviste. Il alla ensuite chez sa nièce, et avec une gravité admirable et un air de paix profonde, il mit un frein aux cris et aux pleurs féminins qui commençaient à retentir dans toute la maison. Son autorité sur ces femmes fut d'une telle efficacité qu'à partir de cet instant, et même au moment où le cadavre fut emporté hors de la maison, l'on ne vit ou l'on n'entendit rien de leur part qui s'écarta le moins du monde de ce qui a eu lieu dans les familles les plus réglées, pour les morts les plus prévus. Quant au cardinal Montalto lui-même, personne ne put surprendre en lui les signes même modérés de la douleur la plus simple. Rien ne fut changé dans l'ordre et l'apparence extérieure de sa vie. Rome en fut bientôt convaincue. Elle qui observait avec sa curiosité ordinaire les moindres mouvements d'un homme si profondément offensé. Il arriva par hasard que le lendemain même de la mort violente de Félix, le consistoire des cardinaux était convoqué au Vatican.
Il n'y eut pas d'homme dans toute la ville qui ne pensât que pour ce premier jour, à tout le moins, le cardinal Montalto s'exempterait de cette fonction publique. Là, en effet, il devait paraître sous les yeux de tant et de si curieux témoins. On observerait les moindres mouvements de cette faiblesse naturelle, et toutefois si convenable à sceller chez un personnage qui d'une place éminente aspire à une plus éminente encore. Car tout le monde conviendra qu'il n'est pas convenable que celui qui ambitionne de s'élever au-dessus de tous les autres hommes se montre ainsi homme comme les autres. Mais les personnes qui avaient ces idées se trompèrent doublement. Car d'abord, selon la coutume, le cardinal Montalto fut des premiers à paraître dans la salle du consistoire, et ensuite il fut impossible aux plus clairvoyants de découvrir en lui un signe quelconque de sensibilité humaine. Au contraire, par ses réponses à ceux de ses collègues qui, à propos d'un événement si cruel, cherchèrent à lui présenter des paroles de consolation, il sut frapper tout le monde d'étonnement. La constance et l'apparente immobilité de son âme au milieu d'un si atroce malheur devinrent aussitôt l'entretien de la ville. Bien est-il vrai que, dans ce même consistoire, quelques hommes, plus exercés dans l'art des cours, attribuèrent cette apparente insensibilité non à un défaut de sentiment, mais à beaucoup de dissimulation. Et cette manière de voir fut bientôt après partagée par la multitude des courtisans, car il était utile de ne pas se montrer trop profondément blessé d'une offense dont sans doute l'auteur était puissant et pouvait plus tard peut-être barrer le chemin à la dignité suprême. Quelle que fût la cause de cette insensibilité apparente et complète, un fait certain, c'est qu'elle frappa d'une sorte de stupeur Rome entière et la cour de Grégoire XIII. Mais pour en revenir au consistoire, quand tous les cardinaux réunis, le pape lui-même entra dans la salle, il tourna aussitôt les yeux vers le cardinal Montalto, et on vit sa sainteté répandre des larmes. Quant au cardinal, ses traits ne sortirent point de leur immobilité ordinaire. L'étonnement redoubla, quand dans le même consistoire, le cardinal Montalto, étant allé à son tour s'agenouiller devant le trône de sa sainteté, pour lui rendre compte des affaires dont il était chargé, le pape, avant de lui permettre de commencer, ne put s'empêcher de laisser éclater ses sanglots. Quand sa sainteté fut en état de parler, elle chercha à consoler le cardinal en lui promettant qu'il serait fait prompte et sévère justice d'un attentat si énorme. Mais le cardinal, après avoir remercié très humblement sa sainteté, la supplia de ne pas ordonner de recherche sur ce qui était arrivé, protestant que pour sa part, il pardonnait de bon cœur à l'auteur quel qu'il pût être. Et immédiatement après cette prière, exprimée en très peu de mots, le cardinal passa au détail des affaires dont il était chargé, comme si rien d'extraordinaire ne fût arrivé. Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ma part, j'ai été ravie de vous lire cet extrait. Bon courage pour ceux qui travaillent et qui se lèvent, et bonne nuit pour ceux qui se couchent. À très bientôt. Bye bye.